Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour, on va aborder les différents types de flou. Alors, nous avons le flou de bouger, nous avons le flou de mouvement, nous avons le flou de profondeur de champ, nous avons le bokeh, qui est un type de flou particulier, et nous avons le flou de mise au point. Commençons par le flou de bouger. Le flou de bouger est un défaut de stabilité de l'appareil au moment de la prise de vue. Ça apparaît si votre durée d'exposition est trop longue par rapport au micro-mouvement du boîtier. Donc, mis à part si c'est un effet recherché dans le cadre créatif d'une photo, franchement la majorité du temps, c'est un défaut qu'il faut éviter. Pour l'éviter, essayez de réduire la durée d'exposition, ou vous positionnez votre boîtier sur un trépied de manière à ce qu'il soit bien stable. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez activer souvent la fonctionnalité du lever de miroir, attendre que les micro-mouvements s'arrêtent avant de prendre la photo. Le flou de mouvement. Donc, cette fois-ci, le flou de mouvement, on parle de ça quand globalement c'est pas toute la photo qui est floue, mais c'est un élément, une partie de la photo qui est floue. Alors flou pourquoi? C'est soit c'est le sujet qui a un mouvement par rapport au cadre de la photo, soit c'est le fond qui est flou par rapport au cadre de la photo. Ça c'est le cadre du filet. Grosso modo, vous avez votre cadre, vous avez un sujet. Si le cadre suit le sujet, vous n'avez pas de mouvement relatif par rapport au cadre, donc le sujet lui reste net. Par contre, tout ce qui a eu comme mouvement est flou. Ça c'est le cadre vraiment du filet. Si au contraire vous avez mis votre cadre sur pied et que vous avez votre sujet qui passe devant, lui il va imprimer une trajectoire floue en fonction de toujours du temps de pause que vous allez avoir. Soit c'est le choix du photographe d'introduire un flou de mouvement, et dans ce cas-là c'est bien, et c'est souvent le cas quand on veut justement transmettre l'existence d'un mouvement dans une scène. Je prends souvent l'exemple d'un avion à hélice. Si vous figez les hélices de l'avion à hélice en train de voler, vous allez avoir l'impression d'avoir photographié une maquette. Un avion pour qu'il vole, il faut que ces hélices tournent, en tout cas dans le cas des avions à hélice. Ou alors, soit vous n'avez pas voulu introduire de mouvement, et dans ce cas-là, c'est bien un défaut et bien corrigé en adaptant la durée d'exposition. Donc le flou de profondeur de champ, on l'a déjà vu il y a quelques jours, c'est un flou qui est engendré en fonction du réglage de l'ouverture du diaphragme. Plus il est ouvert, et plus la zone de netteté dans la profondeur de l'image sera réduite. Donc le flou de profondeur de champ, c'est tout le flou qui se trouve avant et après cette zone de netteté. Le bokeh est exactement le flou de profondeur de champ, mais appliqué à l'extrême, c'est-à-dire on essaye d'ouvrir au maximum pour avoir le maximum de flou, et surtout faire apparaître des sortes de halos, et ces halos sont produits grâce à des petites sources de lumière qui sont directement intégrées dans le cadre, et qui sont justement placées dans la zone de flou de profondeur de champ. Je vous invite d'ailleurs à télécharger la pièce jointe qui vous explique comment donner une forme spécifique à ces bulles de lumière. C'est pas forcément des ronds, mais leur donner la forme que vous voulez, des cœurs, des carreaux, des pics, ce que vous voulez. C'est souvent d'ailleurs un effet recherché du point de vue artistique pour mettre en valeur un sujet net qui sera devant. Enfin, le flou de mise au point. Donc le flou de mise au point, c'est le flou qui est dû à l'imprécision du placement du plan de netteté. Donc en fait ça c'est classiquement un défaut, puisque il arrive très régulièrement quand on est dans un cas de figure où notre profondeur de champ est très faible, de plus en plus important que le plan de netteté soit précis. Et ça, on le retrouve par exemple en portrait. Quand on fait du portrait avec une grande ouverture, il est important que ce soit les yeux qui soient nets. Et dans ce cas-là, quand on fait une ouverture 1.8 par exemple, les yeux seront nets, le bout du nez commencera à être flou, et le bout des oreilles commenceront à être flou. Si vous êtes légèrement décalé, vous allez peut-être avoir le bout du nez net, les yeux flous et les oreilles complètement floues. En macro-photographie, c'est pareil, on travaille des profondeurs de champ extrêmement faibles, et le moindre décalage fera que le plan de netteté ne sera pas sur la tête de l'insecte, mais sur ses ailes ou sur ses fesses. En photographie sportive, par exemple en rallye, quand vous avez les véhicules qui décollent au-dessus de la Terre tellement ils vont vite,
Cette fois-ci, on vient pas jouer avec le réglage de ce plan de netteté, souvent on le fixe, on se met en mise au point manuelle pour dire le plan de netteté, il est à tel endroit, et on va juste se concentrer pour déclencher la photo au moment où le véhicule franchit ce plan. Et c'est là où on est le plus précis. Ça nécessite de l'entraînement et de la synchronisation. Au bout de quelques entraînements, on sait le faire, et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des images nettes sur des objets qui sont extrêmement rapides. Pour aller plus loin dans cette notion de netteté, des fois il y a des mouvements et des opérations qui sont extrêmement rapides, beaucoup trop rapides, et avec les techniques classiques, en fait on a forcément du flou. Eh bien, dans la fiche PDF, je vous explique comment faire des prises de vue ultra rapides, cette fois-ci à l'aide d'un flash. C'est typiquement le cas de l'éclatage d'un ballon de baudruche rempli d'eau, où on a toute l'eau qui est en suspension, et tout ça c'est parfaitement net. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous dis à demain. Merci.